C'est notre panel américain avec Catherine Loubier, Raphaël Jacob et Michel Auger. Bon début de soirée à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. On s'est tous levés ce matin en prenant connaissance des accords entre le Canada et la Chine, notamment la levée de certains tarifs sur les voitures électriques chinoises qui vont pouvoir rentrer au Canada. Donald Trump s'est levé en même temps que nous ce matin pour prendre connaissance de ça aussi. Et là, on tremblait un peu. On se demandait, est-ce que M. Trump va être vexé? Est-ce qu'il va en vouloir au Canada? Est-ce qu'il va augmenter les tarifs? L'imprévisibilité, donc, régnait. Et voici ce que M. Trump a dit. How do you see the deals Canada and China have just signed, trade deals between the two partners? Well, that's okay. That's what he should be doing. I mean, it's a good thing for him to sign a trade deal. If you can get a deal with China, you should do that. Surprise. En tout cas, moi, je suis surpris. Je veux vous entendre là-dessus. Il dit c'est une bonne affaire quand tu as l'occasion de signer une entente avec les Chinois, signe-la. Catherine, est-ce que ça veut dire que l'affaire est ketchup, qu'on n'en entendra plus parler du côté américain? Pour 24 heures, peut-être. On verra dans les jours, les heures qui vont suivre, parce qu'on a déjà des personnes dans son gouvernement, Fox News, toutes sortes d'influenceurs qui crient à pourquoi on déroule le tapis rouge, un régime dictatorial, communiste, qui a enlevé des Canadiens, qui est notre pays hostile, qui est l'adversaire des États-Unis, en fait. Donc, il y a ce camp-là qui s'active. Je pense qu'on ne perd rien pour attendre, ça viendra. M. Trump joue un peu là-dessus, hein? Mais il n'y avait pas intérêt à le faire non plus aujourd'hui même, parce que ce serait comme un peu d'admettre qu'il y a un problème entre nos deux économies, mais surtout, ce serait aussi, lui aussi va être devant la Chine à d'autres reprises en train de négocier, là. Donc, je pense que c'est sa réaction pour aujourd'hui. Ça reflète le fait qu'il ne voulait... Le message, c'est qu'il ne veut pas faire partie de la conversation trop aujourd'hui, là. Et entre en scène, Raphaël, Jamieson Greer. Il est le représentant au commerce qui, lui, tient un discours un peu différent. Écoutons M. Greer. I think it's problematic for Canada. There's a reason why we don't sell a lot of Chinese cars in the United States. It's because we have tariffs to protect American auto workers and Americans from those vehicles. I think in the long run, they're not going to like having made that deal. Dans le long terme, le Canada pourrait regretter d'avoir fait cette entente-là. Vous voyez ça comment, Raphaël? De façon assez intéressante, parce que ça ressemble, sauf erreur, grosso modo à ce que Rob Ford, le premier ministre ontarien, a également dit, comme critique à l'endroit de la décision canadienne. Une fois que ça s'est dit de façon beaucoup plus globale, il y a une lecture politique, une lecture géostratégique. D'un point de vue politique, c'est sans doute assez intelligent de la part de M. Carney, dans la mesure où on a eu un sondage de la firme Ecos dans les dernières heures qui démontrait, et c'est absolument remarquable en soi, qu'on a maintenant une opinion publique canadienne qui voit les États-Unis de façon essentiellement aussi défavorable qu'elle voit la Chine. Donc, qu'est-ce que le premier ministre canadien a vraiment à perdre à la maison d'un point de vue domestique, d'aller tendre la perche aux Chinois et de peut-être de donner une sorte de droit d'honneur aux Américains? Pas grand-chose. Il a beaucoup plus à gagner sans doute. Par contre, d'un point de vue géostratégique, si le Canada devait vraiment se coller de façon appréciable et marquée dans le temps sur la Chine, ça poserait des problèmes ou tout au moins des risques qui sont assez considérables. Posez-vous simplement la question suivante. En fait, deux questions suivantes. De un, comment est-ce que les États-Unis sont devenus la grande puissance qu'ils sont? Ils le sont devenus en raison de deux facteurs principaux, deux dynamiques principales au 19e siècle. Premièrement, l'expansionnisme. Acheter la Louisiane, qui n'était pas la Louisiane d'aujourd'hui, là, ça allait jusqu'à l'équivalent de l'Alberta d'aujourd'hui. Acheter la Californie, annexer le Texas, les territoires de l'Oregon, etc. Et deuxièmement, être absolument intraitable par rapport à toute puissance étrangère qui pourrait être tentée de s'asseoir dans sa région, si on veut. Et la deuxième peut-être chose à mentionner, deuxième question à poser, posez-vous la question, à savoir, au cours des 2 derniers siècles, des 200 dernières années, comment est-ce que ça s'est fini généralement pour les pays des Amériques centrales, du Nord ou du Sud qui ont osé tendre des perches de façon vraiment appréciable et créer des alliances avec des puissances rivales des Américains? Poser la question, ça revient un petit peu à y répondre. OK, donc ça s'est terminé par des interventions américaines à divers degrés. Ça, on peut résumer ça comme ça? Essentiellement, oui. Et juste être parfaitement clair, je ne vous dis pas que les États-Unis vont envahir le Canada là, à cause de ce qui a été signé aujourd'hui. Il faut être très, très clair. Je dis simplement que sur le plus long terme, avoir une posture comme ça, ça comporte d'énormes risques d'un point de vue canadien. OK. Michel C., je vous donne la parole juste avant d'entendre Doug Ford, à qui vous avez fait allusion, Raphaël, qui se questionne, lui, sur l'ingérence chinoise avec ses véhicules. On écoute.
I'll be very honest. I don't trust what the Chinese put in these cars, and I'm wondering if the Americans would allow them to integrate their social media and the internet on these cars. The answer is no, and I'm convinced they won't even be allowed over the border. So there's a reason. OK, donc lui, il voit les autos chinoises, Michel C., comme des chevaux de Troie où il y aurait de l'ingérence chinoise et il n'est pas sûr que les Américains vont être très heureux. Vous voyez ça comment? Je vois ça comme Doug Ford qui défend l'industrie automobile de l'Ontario et qui dit souvent un petit peu plus que le client en demande. Faut pas exagérer, là. C'est 49 000 voitures qui sont permis de rentrer au Canada de cette façon-là. Il se vend l'année dernière au Canada 1,9 million de voitures. Alors, c'est pas exactement une prise de contrôle, là. Et c'est une façon aussi pour M. Carney de dire aux Américains, bien, écoutez, si vous ne voulez pas faire du commerce avec nous, on va se tourner ailleurs. On n'a pas tellement le choix. C'est de la politique. Et je ne suis pas certain que la réaction d'aujourd'hui de M. Trump est celle qu'on va avoir demain ou lundi ou mardi. Alors, on verra. Et je suis très content qu'elle ait rappelé à mon souvenir l'achat de l'Oregon, par exemple. et je suis très content qu'on m'ait corrigé pour l'erreur que, apparemment, je suis incapable de ne pas commettre, c'est-à-dire encore appeler le premier ministre ontarien Rob Ford. Oui. Ça passe pas, ça rentre pas. Mais Rob, il était maire de Toronto, n'est-ce pas? Il n'a jamais été premier ministre de l'Ontario. Mais je comprends, exactement. Il y a un lien, puis ils se ressemblent. Donc, on vous pardonne, cela étant dit. Mais parlant de Doug Ford, rappelez-vous de la première réaction de Donald Trump à la publicité où Doug Ford de l'Ontario citait Ronald Reagan sur les bienfaits du libre-échange. C'est correct. Il trouvait ça correct le lundi, puis rendu au vendredi, il faisait monter les tarifs parce qu'il n'était pas content. Donc, il y a cette impulsivité, Catherine, de M. Trump qu'on doit garder à l'esprit. Oui, puis lui, là, il est calculateur aussi. Il se dit, bon, ben c'est bien, je mets ça sur la tablette des choses qui font pour que je puisse utiliser ça en négociation, les négociations de l'accord de libre-échange qui est dans un complet néant de pourparlers en ce moment entre le Canada et les États-Unis et dont la date de renouvellement est en juillet 2026. Donc, lui, il se dit, bien, Greer l'a dit aussi, on essaie ensemble de protéger un marché automobile, de fabrication automobile en Amérique, et poup, par la porte d'en arrière, vous rentrez les Chinois, alors vous savez que ça va être un irritant pour nous. Donc, on ne perd rien pour attendre. L'autre chose aussi, c'est que c'est pas la même chose, là. On parle du partenaire américain. Hein? On a fait une entente aujourd'hui avec la Chine, avec qui on a 4 de commerce, deuxième partenaire de commerce du Canada, contre 75 je crois que c'est rendu à 68 là, avec les tarifs, notre partenaire américain, donc la plus grande démocratie au monde, un pays communiste qui utilise les politiques économiques comme levier politique. Donc, on ne parle pas de la même chose. Donc, il y a quand même un risque aujourd'hui. C'était fort un symbole. Il y a un risque d'irriter les Américains. Et je pense qu'on ne peut pas jeter la relation américaine aux poubelles et dire c'est fini. Il faut quand même sauvegarder le commerce. Et d'ailleurs, on commerce encore énormément avec les États-Unis. Oui. Donc, je pense qu'il faut être très, très prudent. Puis c'est un peu fort pour moi en symbole et en risque. Mais on ne fait rien de petit quand on visite la Chine. Ça, c'est l'autre problème. Raphaël, voulez-vous ajouter quelque chose? Simplement que ce que Catherine vient de mentionner est sans doute, en fait, est assurément vrai d'un point de vue économique. Je suis loin d'être sûr que c'est vrai d'un point de vue politique, dans la mesure où c'est impopulaire. Et moi-même, des propos de la sorte, j'en tiens depuis des mois. Les gens ne veulent pas les entendre. L'idée selon laquelle on doit faire attention à la relation avec les États-Unis, on ne peut pas simplement, justement, leur faire un droit d'honneur, c'est ce que l'opinion publique veut entendre. Ils veulent, et on le comprend, évidemment, c'est tellement simplement humain, veulent des leaders au Canada qui vont être vus comme étant en train de se tenir debout face aux États-Unis. C'est pas pour rien que M. Ford a cette posture-là, que M. Carney a cette posture-là. Mais d'un point de vue stratégique, encore une fois, c'est un autre débat. Si je peux me permettre, le problème, c'est aussi qu'on continue à gouverner pour être élu, toujours, c'est bien sûr. Mais, donc, c'est pour ça aussi qu'on ne veut pas faire de concessions pour la négociation de CUSMA. Il y a très peu d'ouverture sur des concessions parce que politiquement, le prix serait très élevé, même si c'est la bonne chose à faire. Il faut le mettre sur la table. Mais tu as raison. Le sentiment est refroidi vers les États-Unis, réchauffé vers la Chine des Canadiens. M. Carney en a pris bonne note.
Qu'est-ce qu'on comprend, Michel, de la renégociation de l'accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique? Parce que, sauf erreur, cette semaine, M. Trump a dit on n'a pas besoin des produits américains, des produits canadiens. Je ne suis pas très préoccupé par cette renégociation-là. Est-ce que ça va avoir lieu? Est-ce que ça va pouvoir se faire sur des bases sereines? D'abord, il n'est pas pressé. Deuxièmement, le couplet qui dit « j'ai pas besoin du Canada, tout ce qu'ils font, moi je le fais en mieux », ça fait longtemps qu'on l'entend. Ça ne l'a pas empêché de négocier quand même quand il voulait. Alors, il y a beaucoup de prise de posture, de posturing, comme on dit en anglais. Là, on est dans les préliminaires de tout ça, de positionnement, voilà. Et on est dans les préliminaires de tout ça. On n'a pas commencé le vrai travail de négociation entre les deux pays. On verra ce qui se dit à ce moment-là. Pour l'instant, c'est un petit peu du théâtre. D'accord. On va parler des interventions de la police de l'immigration aux États-Unis, l'agence ICE. Évidemment, il y a eu le décès de Ronnie Nicole Good. Il y a eu d'autres affrontements entre les policiers de ICE et des manifestants. Et M. Trump, donc, a publié sur Truth Social la chose suivante. Si les politiciens corrompus du Minnesota ne respectent pas la loi et ne s'emploient pas à empêcher les agitateurs professionnels et les insurgés d'attaquer, j'appliquerai la loi sur l'insurrection. Ça, Catherine, c'est l'usage de l'armée en territoire américain pour combattre une possible insurrection. Est-ce que là, on ne franchit pas un certain pas ou une certaine ligne, Catherine? Ben oui, absolument. On franchit un pas et une ligne, c'est sûr. Et le Congrès réagit de plus en plus. Il y a toutes sortes d'initiatives, il y a des projets de loi. Et c'est comme si on avait deux dynamiques qui s'affrontent entre une ville symbole, qui est devenue une ville symbole, Minneapolis, avec ce qui s'est passé avec George Floyd, les tensions sont encore vives, et le président qui va sur un continuum de l'extrême là, jusqu'à la loi de l'insurrection, de mentionner ça, même si je pense que, si je ne me trompe pas, sa secrétaire de presse a dit que c'était pas sérieux, là, mais c'est quand même là, dans l'univers, et puis ça va revenir. Il l'a toujours bien écrit. C'est ça. Alors, c'est vraiment, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux et qui va faire couler beaucoup d'encre. Et Minneapolis est rendu un symbole d'une ville de désobéissance civile. On voit un peu le fil qui est en train de tisser jusqu'aux élections de mi-mandat avec tout ça. Et c'est difficile, je termine là-dessus, pour nous de voir l'ampleur de ce qui se passe à Minneapolis. On voit beaucoup d'images, il y a beaucoup d'influenceurs sur les réseaux sociaux qui se sont emparés de la polarisation entre la force et les images de ICE masquées et le peuple dans les rues. Là. Donc, voilà. Et on essaie de mesurer l'effet politique que ça peut avoir. CNN a fait des sondages au cours des derniers jours. Donc, sur l'usage de la force dans le dossier de l'agent de l'ICE qui a abattu une femme à Minneapolis, usage inapproprié de la force dans 56 des réponses des gens qui ont été sondés. Effet des mesures coercitives de l'ICE. 51 des gens sondés pensent que ces mesures rendent les villes moins sécuritaires. Est-ce qu'il se passe quelque chose, Raphaël, dans l'opinion publique vis-à-vis des politiques de M. Trump? Absolument, parce que je pourrais même vous ajouter un autre résultat de sondage qu'on a eu cette semaine, 46 de l'électorat américain. Donc, ce ne sont pas simplement les démocrates, l'ensemble de l'électorat américain qui dit qu'on devrait désormais carrément abolir ICE. On était loin de ça il y a à peine quelques années, même quelques mois. Ça, c'est une chose. Donc oui, ça bouge. Et considérez ceci. Au Minnesota, on a eu une fraude absolument monumentale qui est estimée à peu près 10 milliards, pas millions, 10 milliards de dollars qui auraient été perpétrés par des migrants somaliens. C'est tellement grave que ça a essentiellement mis fin à la carrière politique du gouverneur sortant, M. Walz, qui était censé se représenter pour un troisième mandat, qui a décidé de jeter l'éponge. Et il y a à peu près personne qui parle encore de ça. Et 60 en passant, simplement pour mettre ça à l'échelle québécoise, et ça, Sébastien, vous pourriez me corriger probablement mieux que n'importe qui, là. Comparez ça, par exemple, à Nordvolt, qui était quoi, à peu près 500 millions. C'est 20 fois ça. C'est gigantesque. Il n'y a plus personne qui en parle, tellement Donald Trump est en train de perdre le contrôle d'un point de vue politique et de l'opinion publique de cette affaire-là, parce que ICE est vu de plus en plus comme étant
le problème et non pas la solution au problème des excès migratoires, entre guillemets. Juste une précision, dans cette fraude-là de 10 milliards, M. Walz, le gouverneur, il est impliqué ou il n'est pas impliqué? Lui, personnellement, n'est pas impliqué dans la mesure où il n'est pas accusé d'avoir accepté des pots de vin ou d'avoir participé activement à la corruption. Mais il est politiquement, évidemment, tenu responsable d'avoir, en bon français, dormi au gaz pendant que tout ça, ça se passait dans sa propre cour. Là. Michel, sur l'appréciation de M. Trump, la première année du deuxième mandat de Donald Trump, est-ce que c'est une réussite ou un échec? 58 des gens sondés par CNN, toujours, disent que c'est un échec, la première année du deuxième mandat de M. Trump. Donc, politiquement, il s'en va où, M. Trump, Michel C? Ça ne va pas bien parce que l'ensemble des sondages, le glissement que vous voyez là, on le voit depuis plusieurs semaines et même plusieurs mois. On va avoir des élections de mi-mandat. Là, si 58 des gens ne votent pas pour le parti de M. Trump, ça va faire un gros changement à la Chambre des représentants et au Sénat. Alors, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a un côté trop c'est comme pas assez que la situation de ICE est en train de prouver. Quand on cherche des migrants étrangers qui sont illégalement aux États-Unis, est-ce qu'on a besoin de gens qui sont masqués, habillés en soldats, avec des fusils d'assaut que même les gens de l'armée n'ont pas, pour faire ce travail-là? Ça, c'est aussi pour convaincre les Américains que les immigrants étrangers illégaux sont très dangereux. Mais à la fin, et on voit la réaction à Minneapolis, les gens disent ça, c'est trop. C'est trop, ça. Et je pense que là-dessus, M. Trump a quand même, s'il a un défaut, c'est bien celui-là, c'est quand il y a un métro, il n'est pas capable de le voir. Quelle est l'ampleur? Parce que là, Catherine, on parle beaucoup de ce qui se passe à Minneapolis, au Minnesota. Puis quelqu'un disait toujours, tout à l'heure, ça devient une valeur de symbole. Mais ailleurs au pays, est-ce qu'il y a ces tensions-là ou c'est vraiment focalisé sur le Minnesota au moment où on se parle? Je pense que c'est beaucoup focalisé sur le Minnesota. Il y en a eu dans d'autres États, on l'a vu, là. C'est notamment ici en Californie où les camions de ICE débarquaient un peu partout dans des stationnements de centres commerciaux pour arrêter des travailleurs de la ferme, etc. On n'entend plus vraiment, puis les images sont concentrées vraiment sur Minneapolis en ce moment. Et ce qui se passe là, il y a tellement de tensions, c'est tellement palpable, émotif, et c'est des images absolument incroyables. Vraiment, on dirait une ville en complète désobéissance civile. Mais comme je disais, c'est pas toute la ville au complet non plus. Là. C'est quelques coins de rue là, où c'est... Mais très médiatisé. Bien, extrêmement médiatisé. Ouais. Et des influenceurs qui font couler de l'encre là-dessus beaucoup. Et la polarisation attire les influenceurs qui amplifient, en fait, toute cette situation-là d'une certaine manière. OK, parlons, je ne sais pas, il nous reste combien de temps, Camille? 2 minutes, OK. Raphaël, un mot sur le Groenland. Ce matin, M. Trump a menacé des pays qui aident le Danemark d'imposer des tarifs. Il veut toujours annexer le Groenland. Il accuse le Groenland ou le Danemark de laisser la Russie et la Chine avoir des zones d'influence ou vouloir avoir des zones d'influence dans l'Arctique. On s'en va où avec le Groenland? En 2 minutes, dans la mesure où je vais laisser la chance à Catherine et Michel de commenter s'ils le souhaitent, peut-être 2 points rapides. Le premier, c'est que pour ceux et celles qui se posent la question de savoir pourquoi est-ce que le Danemark a envoyé des soldats, c'est pas parce qu'on se prépare à tirer sur les Marines américains qui vont débarquer. C'est d'abord et avant tout parce que stratégiquement, on veut envoyer un message à l'administration américaine comme quoi on peut bel et bien défendre ce territoire-là, contrairement à ce que le président américain mentionne. Et considérant qu'il nous manque de temps, je vais tout de suite laisser la parole à mes collègues. Michel C. Le droit international, ça existe encore. M. Trump fonctionne comme si ça n'existait pas. Alors, quand on voit le Danemark, mais aussi la France, mais aussi le Royaume-Uni envoyer et d'autres pays européens envoyer des soldats, c'est un geste de solidarité envers le Danemark et pour dire à M. Trump, excusez-nous, là, mais il y a une telle chose que le droit international. Mais est-ce qu'il y a une escalade, Catherine? Je pense que c'est quand même un petit contingent qui veut dissuader, qui veut occuper le territoire pour prouver... C'est un message et c'est très bien. L'OTAN, c'est pas juste des réunions où on vire du papier. Quand il y a vraiment une menace sur l'un des membres de l'OTAN, surtout par un autre membre de l'OTAN,
on est là et on lève la main, on occupe. Et là, il y aurait une table aussi de discussion là, qui est proposée. On voit peut-être une voie diplomatique qui se pointe. Donc, Donald Trump parle toujours très fort, mais comment ça va se terminer, là, faudra voir. Puis, juste, Raphaël, on a gagné un peu de temps, là, mais la volonté de M. Trump d'annexer le Groenland, elle est ferme. Est-ce qu'on comprend ça? La volonté, oui. La question va se poser par rapport à ses pouvoirs réels. Ne serait-ce que ceci. En fait, c'est le point que je le mentionnais tantôt. Je vais prendre les dizaines de secondes qui nous restent pour le mentionner. La question des tarifs. On l'a vu brandir encore dans les dernières heures, non seulement sur la question du Groenland, mais sur la question de l'Iran, cette arme-là. Comme quoi, si vous transigez avec l'Iran, on va vous assigner des nouveaux tarifs. C'est l'une des raisons pour lesquelles la décision de la Cour suprême dans les prochains mois va être si intéressante par rapport aux tarifs. Parce que si on le déboute, on lui enlève aussi cet énorme effet de levier-là. Les amis, merci beaucoup. Bonne fin de semaine. À vendredi prochain. Merci. Merci. Au revoir.